Bienvenue chers téléspectateurs de Majuscule Propos. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, vos fidèles, de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'Oumouchi Tirano, ce dialogue national, ce conseil du dialogue national où les Rwandais de tous bords, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit dans les institutions étatiques, le secteur privé, les citoyens lambda, mais également les Rwandais de la diaspora qui constituent, comme on le dit, la sixième province du Rwanda, mais également à ce dialogue sont également invités d'autres amis du Rwanda. Cela faisait 3 ans durant, pendant lesquels ce dialogue n'a pas eu lieu, vous savez, avec la période que le monde a traversée, notamment avec la pandémie de Covid-19 qui a tout chamboulé. Ce n'est pas seulement au Rwanda, ça a vraiment perturbé notamment les rencontres internationales, mais également avec la distanciation sociale. Des mots qu'on a connus, qu'on a utilisés pendant les 3 dernières années. Voilà pourquoi aujourd'hui ce dialogue revient. Mais en ce qui nous concerne ici, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'importance de ce Oumouchi Tirano ou encore ce conseil du dialogue national sur la vie et surtout le développement socio-économique du Rwanda. Qu'est-ce que cela a apporté? Nous sommes à la 18e édition aujourd'hui en 2023. Vous comprendrez que ça va faire un bon bout de temps que ce dialogue existe. On va maintenant voir et surtout l'impact de ce dialogue dans le développement socio-économique que le Rwanda a connu au cours de ces dernières années. Avec nous ici pour nous aider, nous sommes avec Maître Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. Il est avocat de profession, mais il est également chercheur. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Maître Gatete. Bonsoir. Merci Eddy. Bonsoir. Voilà, très chic là, j'allais dire en mode rwandais, mais en mode africain plutôt. Merci. Je sais que vous êtes très panafricain. Merci beaucoup. Ça fait du bien de ne pas vous voir en veste comme quelqu'un sur le plateau ici, mais également quelqu'un d'autre qui est très attaché également à la culture, mais également à l'Afrique et au Rwanda. Nous sommes avec le docteur Ndushabandi Eric. Il est enseignant à l'université, mais il est chercheur également. Je rappelle également qu'il a été directeur d'un institut de recherche et du dialogue pour la paix, voilà, IRDP, pendant beaucoup de temps. Merci beaucoup, docteur, de vous joindre à nous. Merci, monsieur Eddy. Voilà. Tous les deux, voilà, je dois ajouter également que vous êtes politologue, c'est très important. Le Rwanda, on a toujours dit, on l'a répété, le Rwanda a ses formules. Le Rwanda post-94 est arrivé n'a cessé d'étonner les gens avec des formules propres à lui, résoudre ses problèmes avec ses propres formules. Le Rwanda qui semble avoir, en tout cas, abandonné des formules qui existaient déjà pour résoudre des problèmes, que ce soit politique, social ou économique. Mais pour ce qui concerne, souvent dans le cadre de nos pays en Afrique, on parle du dialogue national. Ici, on parle du Conseil du dialogue national. Déjà, Oumouchi Tirano, souvent, et pour celui qui n'est pas vraiment très informé, il croirait que nous sommes en face d'un conflit où les gens doivent s'asseoir pour résoudre un conflit. Déjà, le concept, même ce cadre, c'est quoi la particularité de ce cadre pour le Rwanda? Merci, monsieur Eddy. Je pense que nous sommes ici au centre du renouveau dans le processus de gouvernance et de la participation citoyenne et de l'engagement entre citoyens et décideurs politiques. Et là, donc, nous sommes vraiment au sein du débat de la démocratie. Et pas n'importe quelle démocratie, mais une démocratie participative. C'est vraiment ça le cadre. Et le choix du mot Oumouchi Tirano qu'on aurait difficile à traduire, c'est exactement ce que tu disais tantôt.
c'est effectivement l'orientation de ce pays qui a choisi de puiser dans la richesse de sa culture, utilisation de la langue Kinyarwanda, un recours à la culture, mais aussi un recours à un langage politique démystifié. Parce que rappelons-nous que la politique a été longtemps très mystifiée, comme un monstre d'ailleurs pour certains. Et même quand on parle de la démocratie participative, ça devient d'ailleurs trop compliqué, on pense que c'est quelque chose d'ailleurs. Mais effectivement, le recours au mot Mushikirano, ça montre qu'au sein de nos cultures, de nos langues, nous avons déjà ces valeurs démocratiques participatives. Et Gushikirana, il y a un caractère festif, c'est ce qui est très bien dedans. C'est-à-dire pas de panique, ce n'est pas la rentabilité, ce n'est pas la redevabilité pressante qui vient des indicateurs externes, mais plutôt des indicateurs endogènes, internes. Et donc, Gushikirana, finalement, ça devient, j'allais dire, dans le langage actuel, cool. Oui. C'est-à-dire les décideurs politiques. C'est loin de cette, mystification. Aussi cette explication de trop dire savante. on est en face de deux parties en conflit, on doit Gushikirana. C'est au-delà. Voilà, c'est bien au-delà de ce contexte. Il n'y a pas de conflit dans les cas présents, bien que ça ait été utilisé aussi dans ce sens-là. Mais ici, effectivement, dans le cadrage vraiment politique, nous sommes au sein du débat démocratique. Et dans un langage ordinaire, un langage que tout le monde utilise et qui traduit la réalité, effectivement. Yogushikirana, cette démystification, cette rencontre, j'allais dire, heureuse, pacifique, optimiste, évaluative, parce qu'on évalue ce qu'on a fait, mais aussi de prendre des décisions ensemble. Prendre des décisions ensemble, ça revient à ce mode de gouvernance que le Rwanda s'est choisi de mettre la population au centre des décisions, mais surtout avec des populations qui participent aux décisions qui sont prises dans leur intérêt. Gatete, nous sommes dans un pays qui a connu un génocide, mais on voit un leadership qui tout de suite ne tarde pas à responsabiliser sa population. Au lieu de vraiment porter tout le fardeau et que la population soit vraiment là, cajolée, pour vraiment prendre, comme on dit, prendre en charge la population. Mais c'est la population, dès le lendemain du génocide, à qui on a appris de se prendre en charge. C'est quelque chose aujourd'hui qui rentre dans la même ligne d'idées, surtout de l'esprit de Mushikirano. Oui, donc merci pour l'opportunité. C'est intéressant de faire cette discussion parce que ça nous ramène un peu dans une sorte de philosophie politique du Rwanda. Et surtout pour des gens qui comprennent mal. Oui. Le Rwanda est surtout le mode de gouvernance aujourd'hui. Oui. Alors Mushikirano et d'autres qu'on va citer viennent de ce qu'on appelle les Urugwiro Talks. 98. Mais pour le Urugwiro Talks, c'est quoi? C'est quand les gens se mettent ensemble et se disent comment est-ce qu'on en est arrivé à un génocide. 4 ans, là, c'est 4 ans après le génocide. Oui, mais les gens se disent, mais Hardia, on est une nation. On est un même peuple. On est les mêmes. Comment on en est arrivé à s'entretuer? Qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes donnent des idées, ils se disent, c'est parce qu'on a oublié qui on est. En fait, quand vous entrez dans le mémorial du génocide de Gisozi, il est écrit Ngiuza kwimenya nanjye ukamenya ntago wari kunyica. Vous traduisez par? Si tu t'étais connu toi-même, si tu savais qui tu étais et que tu savais qui j'étais, tu ne m'aurais pas tué parce que tu étais en train de te tuer toi-même. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça renvoie au Rwanda, la nation. Donc, au début des années 80, avec le fameux discours de la Baule, où on parle de la démocratisation de l'Afrique. 90. Oui, d'accord, les gens prennent la démocratie comme un prêt-à-porter. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Au Rwanda, la démocratie rwandaise des début des années 90 est très violente. Chaque parti a une milice, ils se rencontrent dans les rues, ils ont des sifflets, ils se battent, ils boivent, ils se tapent dessus.
ils en profitent pour attaquer des Tutsis. Mais la démocratie, par exemple, en RDC aujourd'hui, on le voit encore. C'est des pillages, c'est des marches, c'est des histoires comme ça. Alors, Umushikirano, c'est quoi? Umushikirano n'est pas d'abord un événement nouveau. Donc, le Urugwiro Talks, finalement, donne certaines recommandations qui disent « retournons au Rwanda ». Peu importe toutes les nouveautés occidentales qu'on nous a proposées, retournons d'abord à qui nous sommes. Qui sommes-nous? Nous sommes une nation rwandaise. Alors, retournons aux mœurs qui nous mettent ensemble. Nous sommes un peuple qui a eu un roi dont la mission principale était l'unité des Rwandais. Tous les rois Yuhi, dans leur temps, c'était de Abanyarwanda, ubumwe bw'Abanyarwanda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, après, quand on vote notre première constitution après le génocide, il y a ce qu'on appelle des principes fondamentaux dans la Constitution, l'article 10 et 11. Hein. 10, c'est les principes fondamentaux, en fait, 10 et 11. Et 10, surtout 10.6, alinéa 6, ils disent la recherche constante des solutions par le dialogue et le consensus. Article 11, les Rwandais vont s'asseoir ensemble pour puiser dans leur culture, dans leur histoire, pour résoudre les problèmes qui les concernent. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, ces deux articles, quand vous faites des articles comme ça, hein, ce sont des souhaits, ce sont des prières. Maintenant, encore faut-il les réaliser. Alors, à travers ces articles qui établissent les principes fondamentaux du Rwanda, il y a maintenant des institutions et des événements qui vont suivre. Ces institutions qui sont inédites dans d'autres sociétés, démocratie, ou comment vous appelez ça, ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est des institutions comme le Forum des organisations politiques, des partis politiques. Les partis politiques au Rwanda se rencontrent, discutent des questions, s'entendent sur ce qu'ils vont faire. Umushikirano, comme a dit le professeur, c'est comme un mariage, c'est comme un événement, une fête nationale, annuelle, constitutionnelle. Imagine-toi une société qui crée un événement pour la concorde. D'ailleurs, moi je vais aller au Mushikirano lundi, je suis curieux de rencontrer des gens qui vont venir de la diaspora, des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas vus. Parce que, rappelez-vous que comme c'est un événement constitutionnel, on ne peut pas ne pas le faire. Mais à cause du Covid, on a raté 3 ans où on n'a pas fait le Mushikirano. Comme autant d'autres événements, autant d'autres choses qui étaient sur l'agenda. Donc c'était la force majeure. Seulement, hein, qu'est-ce que le Mushikirano? C'est la démocratie, mais à la rwandaise. Nous sommes une société qui n'a plus de timidité, ou etc., à dire au monde entier. C'est une société qui s'assume. Qui s'assume, qui dit, après le génocide, hein, on ne peut plus jouer. Maintenant, on doit s'assumer. On va pratiquer tous les concepts que vous voulez, l'amour, la démocratie, etc., la globalisation. Dans nos propres termes. Et donc, Umushikirano, qu'est-ce que c'est? Parce que notre constitution rwandaise, vous pouvez la lire de fond en comble, il n'y a pas le mot opposition dans la constitution. Parce qu'on ne veut pas s'opposer. On ne va jamais s'opposer. Les Rwandais, on discute des questions. Le mot opposition n'existe pas. Dans d'autres constitutions, il y en a. On va faire une démocratie sans s'opposer. Mushikirano, c'est une discussion candide. Les gens disent les problèmes qu'il y a. D'autres proposent des solutions sans avoir à s'opposer. Est-ce que déjà, docteur Eric, déjà le fait que là nous sommes, Gatete ramène quelque chose de très important, tout se fait dans l'esprit et la lettre de la Constitution rwandaise de 2003, révisée en 2015. Déjà, si on doit avoir un cadre où on retrouve tout le monde, c'est une particularité pour le Rwanda, parce que si on doit avoir tout le monde autour d'une même table,
c'est une conception qui ne passe pas forcément ailleurs. Parce qu'on parle de l'opposition qui voit les choses, soit qui peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà, pas forcément dans la même lignée. Déjà, quand Gatete dit on évite de s'opposer à la base, est-ce qu'on est aussi forcément obligé d'être du même bord, voir les choses de la même façon? Aujourd'hui, quelqu'un qui nous suit, qui n'est pas rwandais, qui veut comprendre, c'est quoi exactement ce cadre? Écoutez, je n'ai pas envie que ça dévie dans un sens que je ne comprendrai pas suffisamment. Mais là, nous sommes en train de dire quelque chose de particulier pour le Rwanda. Mais j'ai envie d'universaliser cela aussi. Je n'ai pas envie qu'après les débats, quelqu'un dise, voilà, c'est une démocratie à la rwandaise. On peut en débattre, cher Gatete. J'ai toujours dit que c'est une démocratie, c'est tout. Oui. Ce n'est pas la rwandaise. Rien que le fait de lier le Mushikirano en termes de démocratie participative. Il faut dire pourquoi c'est possible que le Rwanda fasse ça. Il y a plusieurs facteurs. C'est d'abord un choix constitutionnel, comme tu as dit, il faut chercher par là. Deux, c'est un choix vraiment dans le système politique lui-même, comment il se déploie jusqu'aux citoyens. Comment il se déploie? C'est des institutions, c'est des lois, c'est des programmes. Mais aussi, c'est des principes et des lois, c'est-à-dire la redevabilité. Il faut absolument s'asseoir ensemble. Alors, il y a ces facteurs de système politique, il y a ces facteurs de fonctionnement d'un État capable. Un État capable qui fonctionne, qui va jusqu'à poser la question, est-ce que les enfants mangent bien? OK. Et donc ici, on peut dire que ça ressemble à quelque chose qu'on fait ailleurs. Les forums citoyens, les rencontres entre décideurs politiques et les citoyens, ça existe partout ailleurs. Mais dire que c'est un forum national et que ça ramène dedans la diaspora en ligne et que ça lie toutes les provinces, il y a des facteurs de développement que nous avons qui nous permettent de faire ça. Mais il y a aussi les facteurs d'une politique de décentralisation bien bâtie, qui est passée par 3 phases. On sait où se trouvent les districts, on sait où se trouvent les citoyens, on sait où se trouve tout ça, mais aussi il y a la technologie qui nous permet de faire cette participation digitale, cette gouvernance digitale que nous avons. Alors, j'ai envie d'amener plutôt le débat vers qu'est-ce qu'on dit dans un Mushikirano. Ce n'est pas un débat de la démocratie, ce n'est pas un débat de dire c'est une démocratie, c'est des questions réelles. Je vois la question d'urbanisation, je vois la question de la malnutrition, je vois le dernier Mushikirano, ça fait combien d'années? 3 ans, c'est ça? 3 ans, oui. Oui. Je vois encore la question des divorces, par exemple, où on recommande que la société civile et les églises et l'État doivent travailler sur cette question. Et aujourd'hui, c'est encore pire peut-être depuis 3 ans, parce que les chiffres sont là. C'est par exemple la question des enfants qui tombent enceintes de précoces. C'est des chiffres. On débat et on fait la synergie. Et aujourd'hui, on doit s'attendre à dire ce n'est pas seulement une spéculation autour de la démocratie, ce n'est pas un appareil seulement constitutionnel qu'on est en train de mettre en place, mais c'est vraiment un appareil d'évaluation, d'examen, des pas posés, des reculs qu'on a faits, des défis qu'on a rencontrés, et surtout à la fin, les citoyens qui interrogent les décideurs politiques directs jusqu'au sommet du pays. Et c'est un lieu aussi où on va prendre des décisions et des perspectives pour le futur. Et donc, moi, j'ai envie de dire qu'au Mushikirano, loin d'être une philosophie seulement, mais aussi c'est un appareil qui fonctionne. On en sort avec des résolutions et on est prêt à revenir pour le regarder en face. Oui. Ailleurs, ça n'existait pas. C'est ça ce qui est à la rwandaise. C'est toute cette capacité de cet État-là qui est capable de mobiliser les citoyens comme ça, de façon démocratique. On va voir des tweets, on va voir maintenant. Ce n'est pas des espaces contrôlés, comme on dit, censurés. Parce qu'on ne sait pas d'où viennent les questions. Ils viennent des tweets, ils viennent des médias sociaux, mais aussi dans la salle et dans les communautés. Il faut que cet appareil fonctionne effectivement. Mais les questions qu'on débat à l'intérieur, c'est le nombre de classes, tu vois, qui doivent être construites urgemment et qu'une année après, on revienne pour compter, pour dire est-ce qu'il y a encore.
Mais c'est aussi un espace où on doit parler de la qualité de l'éducation, par exemple. Ça, Mais aussi, c'est l'espace où on va parler de la pauvreté. Combien ils se sont ont fait la graduation pour quitter la protection sociale, les politiques de soutien. Et quels sont encore les défis qui sont en cours. Voilà, c'est des questions concrètes. C'est un forum citoyen efficace et qui organise les leaders politiques tous ensemble autour du chef, mais aussi les citoyens jusqu'aux confins du Rwanda, mais jusqu'aux confins du monde. C'est une remise en question perpétuelle, Gatete, c'est-à-dire on se regarde en permanence dans le miroir. Bon, donc, pour que cela... Alors, je vais merci, prof, pour ramener sur le plan pratique de la chose. Hein. Comment ça fonctionne? Donc, il y a des gens qui sont dans une pièce, des milliers de Rwandais. Tous les dirigeants du Rwanda sont là, les gens de la diaspora sont là physiquement et même en ligne. Et puis, il y a des lignes non payées, des lignes téléphoniques non payées, où les citoyens... Des lignes vertes. Lignes vertes, ça s'appelle. Lignes vertes, voilà. Donc, on peut appeler, etc. Mais maintenant, pour qu'un système comme le Mushikirano fonctionne, pour que ça ne soit pas du théâtre, hein, il faut que ce que les gens disent la première fois, la deuxième fois, on ne dise pas la même chose, et la troisième fois, la même chose, sans qu'il y ait le changement. Ouais. Il y a un concept qui dit, plus ça change, plus c'est la même chose. Ce n'est pas le cas au Rwanda. Donc, alors, moi, j'en parle comme quelqu'un qui a fait l'évaluation des Mihigo pendant un certain temps. Donc, je travaillais, dès que je reviens des études, je travaille dans un think tank dont le travail, c'est l'évaluation des contrats de performance. Pour l'intérêt de ceux qui nous suivent, chaque année, les autorités, tant locales que nationales, signent des contrats de performance. Cette année, je veux accomplir ça, 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 comme dans un business. Et les agents de l'État aussi le font. Les autorités, les agents, tous les fonctionnaires de l'État font des contrats de performance. Les familles, les foyers font des contrats de performance. Maintenant, à la fin de l'année, on déploie une équipe de chercheurs, dont je faisais partie, et puis on allait vérifier est-ce que... Donc, le maire, par exemple, dit qu'il va construire une école avec 50 salles de classe, un centre de santé, et puis c'est pas moi, un workshop, comment ça, Agakiriro, signifie... Un atelier. Un atelier de menuiserie et de TVET. Des marchés modernes et tout. Chaque année, s'il a écrit ça, c'est bien clair, hein, ce ne sont pas... Et puis, on évite de dire que cette année, je vais aller en réunion, cette année, je vais organiser des conférences. Non, non, non. Ce sont des activités concrètes. C'est du pratique. Et surtout, ancrées sur la réduction de la pauvreté, surtout. La bonne gouvernance pour sortir les gens de la pauvreté. C'est ça, la bonne gouvernance. Ce n'est pas les concepts démocratiques, c'est sortir les gens de leurs conditions, améliorer les conditions de vie. Cette année, je vais combattre la malnutrition. Tous les enfants dans mon district vont boire 1 litre de lait par jour, 1,5 ou 1 litre de lait par jour à partir de tel âge à tel âge. On déploie une équipe, une grosse équipe, on prend des jeunes volontaires, etc. On fait un audit. Ça signifie, on regarde les contrats, comment ils ont été passés, la personne qui a eu le contrat, est-ce qu'il a suivi les procédures. Donc on fait un audit, on passe 2-3 jours dans un district en train de regarder, de passer le papier au peigne fin pour savoir s'il n'y a pas eu de magouille. Après, on se rend sur le terrain, ça s'appelle spot check, on va regarder vraiment si l'école existe, si l'immeuble est là, s'il y a des gens, est-ce que si c'était vraiment, ça venait de la population. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette histoire de contrat de performance? C'est très important parce que ça rentre dans la redevabilité, ça rentre dans le cadre même où... Alors, chaque année, on faisait de proclamations. Ça signifie, tel district a été meilleur, tel district a été deuxième, médaille d'or, médaille d'argent. Avec des indices bien clairs, tout est clair. Et puis les indices, on ne va pas vous évaluer sur les choses que vous n'avez pas mis dans votre propre contrat de performance. Ce n'est pas comme si on va vous demander de couvrir le vaccin du Covid si vous n'avez pas mis ça dans votre contrat. Donc on va regarder ce que vous nous avez dit que vous allez faire cette année, et puis on regarde si vous avez fait ce que vous avez dit que vous allez faire. Et si vous l'avez fait sans corruption, si vous l'avez fait en respectant les règles de transparence et de la participation citoyenne, etc., etc. Maintenant, quand on va dans Mushikirano, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on donne l'opportunité maintenant. D'abord, les contrats de performance, chaque fois, comme je vous ai dit, il y avait médaille d'or, d'argent, etc. Les meilleurs, il y avait une cérémonie, les meilleurs districts recevaient des prix. Les derniers, généralement, ils ne faisaient pas long feu dans leur position de travail. Maintenant, ça c'est d'abord la cérémonie. Mais au Mushikirano, c'est l'endroit où maintenant on va donner la parole
à la population. Excusez-moi, vous nous avez promis telle chose, mais la chose n'a pas été réalisée l'année passée. Nos enfants, on nous a promis une école avec 25 salles de classe, il n'y en a que 7. La ligne est ouverte. Et puis, même si la ligne est ouverte, il y a aussi des gens, les jeunes Rwandais sont très bons à utiliser les médias sociaux oui. Et à dire tiens. Et généralement, la première chose qui se passe dans les Mushikirano, c'est d'abord regarder ce qu'on s'était entendu la dernière fois et où on en est. On fait le bilan. Après, maintenant, on peut prendre d'autres problèmes, souhaiter d'autres solutions, mais après avoir vu qu'on n'a pas perdu notre temps. Donc, Mushikirano n'est pas une fin en soi, c'est une plateforme, finalement. Voilà. Justement, par rapport, vous avez évoqué quelque chose de très important, on se rencontre et surtout on fait une rétrospection sur ce qui a été convenu, ce qu'on appelle les résolutions. Pour ce qui est du dernier conseil du dialogue national au Mushikirano, il y a eu 12 résolutions. Parmi ces 12 résolutions, il y a eu une résolution, notamment pour ce qui est du développement de la petite enfance. Notamment, vous savez que le Rwanda, l'avenir du Rwanda, ça réside dans sa jeunesse. On va, par ce reportage de notre confrère Nyirindandi Patrick, essayer un peu de voir la 9e résolution, c'est qu'a été la mise en pratique au cours de ces 3 dernières années. Vous savez, ce sont des résolutions qui tiennent de 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Voyons un peu ce qui s'est passé pour ce qui est de la lutte contre la malnutrition chez les jeunes à l'école et surtout du développement de la petite enfance. Patrick Nyirindandi. 3 ans se sont écoulés depuis le 17e dialogue national, connu sous l'appellation Mushikirano, qui s'est tenu en décembre 2019. Sur les 12 résolutions adoptées, la 9e concernait l'accélération de la construction d'écoles afin de réduire la surpopulation dans les salles de classe et de réduire les fardeaux de longues distances à parcourir par les enfants pour se rendre à l'école. Jusqu'à présent, plus de 27 000 salles de classe ont été construites. Le gouvernement a augmenté les montants d'argent alloués au repas scolaire et actuellement, il verse 8 000 francs rwandais par enfant et 950 sont fournis par les parents. Un acte apprécié par les élèves et leurs parents. Parce que maintenant je mange à l'école, je ne marche plus de longue distance pour rentrer chez moi. Donc tout va bien ici au groupe scolaire Busanza. Cela a contribué à éviter les décrochages scolaires car il y avait des étudiants qui venaient des familles à faible revenu et payer les repas pour les parents n'était pas facile. Mais aujourd'hui, les élèves peuvent déjeuner à l'école et plus tard, ils peuvent dîner à la maison. L'amélioration de la qualité de l'éducation était également associée à l'amélioration de la qualité de vie des enseignants. Ces derniers n'est plus obligé d'enseigner à une classe pléthorique. Plusieurs choses ont été changées de manière positive. Il y a eu une augmentation des salaires des enseignants. Le budget de la coopérative Mwalimu Sacco a connu une augmentation et nous pouvons maintenant demander des prêts. Et nous remarquons un intérêt croissant du gouvernement envers le secteur de l'éducation. La 7e de ces 12 résolutions visait à accélérer l'effort de la création des centres de développement de la petite enfance dans tous les villages du pays et améliorer les compétences de ceux qui travaillent dans ces centres pour fournir des meilleurs services. Le docteur Gaspard Kaparai est un expert en éducation qui estime que de progrès ont été réalisés au cours des 3 dernières années. De plus, c'est que les écoles maternelles ont également lancé l'alimentation scolaire. Une action que nous pouvons applaudir car cela a beaucoup d'avantages, car la nourriture que les enfants devaient prendre à la maison en parcourant de longues distances, ils les prennent désormais sur place à l'école. Selon les statistiques recueillies l'année dernière, en 2022, la surpopulation dans les écoles primaires et secondaires s'est située entre 50 et 55 élèves par salle de classe, même s'il existe certaines écoles avec 70 élèves par classe,
alors que le nombre standard est de 46. Le ministre de l'Éducation, Dr Wamaria Valentine, souligne que le programme de construction des salles de classe à travers le pays a réduit la surpopulation dans les écoles. Elle souligne également que le programme d'alimentation scolaire dans les écoles primaires et secondaires a entraîné une fréquentation plus importante d'élèves en raison du faible coût de repas. Lorsque vous comptez par élève, vous comprenez que c'est une petite somme d'argent. Mais lorsque vous additionnez et vous achetez ensemble, vous pouvez comptabiliser le profit. La deuxième chose qui va avec la capacité, que nous ne pouvons pas oublier de souligner ici, quant au fait qu'avant d'harmoniser les frais de scolarité à 900, il y avait des parents qui étaient accablés par ce montant élevé, car c'était l'un des facteurs qui contribuait au décrochage scolaire, puisque ceux qui n'étaient pas en mesure de payer les frais de scolarité ont été expulsés. Alors vous comprenez que nous avons fait du chemin. Lors du prochain dialogue national au Mushikirano, prévu pour le 27 et 28 de ce mois de février, une évaluation sera effectuée pour voir si les 12 résolutions prises lors du dernier dialogue de 2019 ont été mises en œuvre. Voilà, merci beaucoup à Patrick Nyiridandi. Gatete, c'est très important, aussi Dr Eric, très important d'insister sur, parce qu'il y a trois volets. Il y a le côté, l'augmentation des salles de classe, il y a également l'alimentation des élèves à l'école. C'est quand même quelque chose qui, on était en face d'un problème d'abandon des élèves. Est-ce qu'aujourd'hui, 3 ans après, de manière pratique, avons-nous franchi un pas par rapport à ça? Bon, il serait injuste. Il reste du chemin. Nous avons fait un progrès, mais il reste du chemin. Mais il serait injuste quand même parce que c'est une période assez délicate parce qu'il y a eu Covid. Avec Covid, ça a un peu chamboulé les plans et les ambitions, etc. Hein. Donc, l'évaluation, cette fois-ci, on va être un peu magnanime par rapport aux autorités quand on va aller dans le Mushikirano. Je suppose, les gens ne sont pas obligés de le faire. Mais, donc, on comprend pourquoi on n'a pas eu des résultats records cette année dans ce domaine-là. Mais effectivement, il y a un problème. Vous savez, construire des salles de classe, c'est la chose la plus facile. Les infrastructures, Non, vous ne pouvez pas dire que c'est la plus facile. C'est plus facile que... Ça ne se fait pas. On a vu même des pays avec des moyens, mais qui ne peuvent pas. Quand non, comparaison qui ont des problèmes. Si on se met à comparer avec d'autres pays, on va se perdre là-dedans. On reste au Rwanda, on se regarde sur des indicateurs et des benchmarks, comment on dit, des objectifs rwandais et des standards rwandais. Alors, donc, le problème, ce n'est pas un événement que vous faites une fois et c'est tout. Le problème, c'est l'événement que vous faites de manière récurrente. Chaque matin, il faut donner de la nourriture, du lait aux enfants, il faut donner de la nourriture aux enfants, il faut donner une bonne qualité de l'éducation. Donc, c'est le software. Le hardware peut être là, maintenant, il faut le software. Donc, ça signifie, c'est comme ici, la télévision peut être, l'immeuble est bon, le studio est beau, mais est-ce que les programmes que la télévision rwandaise diffuse sont bons? Je rien contre. Je trouve que vos programmes sont excellents. Merci pour le compliment. Arthur. Mais c'est une façon de dire qu'on a beau construire des superbes salles de classe, un bon jardin, des balançoires, mais encore faut-il que la substance suive. Et donc, les questions dont on a posé, Ireme Ryuburezi, qualité d'éducation, abandon, Ituzuye. Donc ça, ce sont des... J'en parle à Kianda parce que c'est comme ça que le problème a été posé. Donc les enfants, vous trouvez que le taux d'enrôlement est à 99%, donc ça signifie en première année primaire, tout le monde va à l'école, mais après le cycle supérieur de l'école primaire, les chiffres commencent à descendre. Où vont ces élèves et pourquoi partent-ils? Et puis, notre collègue Mourangwa Youssouf n'a pas encore rendu public son rapport, il va vous choquer. L'Institut national des statistiques. Va vous choquer. On a des problèmes sur
qui complètent les études. Et puis, dans d'autres pays aussi, vous savez, c'est des chiffres... enfin, je ne vais pas aller dans le domaine... Je vais laisser le soin à Mourangwa de vous... J'ai parcouru un peu ces données. Il va vous choquer. Mais c'est pour dire que, quand même, pendant les 3 dernières années, on a eu on n'a pas eu une performance optimale, comme le monde entier n'a pas eu de performance optimale, pour des raisons connues. Cependant, il va falloir qu'on revisite justement cela. Où est-ce que ça ne soit pas une excuse de dire OK, on a eu Covid, mais maintenant on va rester dans le... Voilà, donc on fait un examen de conscience et d'évaluation de constat des lieux, des dégâts. On dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour prendre notre élan. Donc c'est nécessaire plus que jamais le Mushikirano de cette année-ci. Docteur Eric, beaucoup de choses ont changé. Comme Gatete le disait, beaucoup de choses ont changé. Aussi, par exemple, dans ce Mushikirano, on a la participation du secteur privé, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la scène internationale, des situations qui impactent sur nos objectifs en tant que pays. Est-ce que c'est avec cette année, c'est encore une fois une occasion de se planter le miroir en face et de se regarder et de trouver des solutions? Est-ce que si des solutions, excusez-moi, doivent être trouvées, est-ce que avons-nous les moyens de notre politique? Est-ce que pouvons-nous faire quelque chose face justement aux péripéties auxquelles fait face le monde aujourd'hui? Merci beaucoup. Je retiens deux éléments dans ta question. La première, c'est ce positionnement de la situation actuelle par rapport à ce que nous avons vécu et au contexte international. Mais aussi, je prends le deuxième élément du miroir en face. J'aime les deux. C'est vrai, nous venons de très loin. C'est un Mushikirano qui vient après 3 ans. Je peux prendre la position de prendre déjà des explications, de s'excuser, de dire voilà, on n'est pas arrivé à ça, on ne peut pas être rigoureux. Je n'ai jamais vu Gatete aussi soft que ça. Mais là, dans son intervention, j'ai senti qu'il est en train d'excuser déjà les choses. Permettez-moi de voir les standards internationaux. Et j'ai de la chance que je reviens du terrain, en fait, cette semaine. C'est curieux. Notre centre, qu'on appelle Centre de recherche et de formation sur les droits de l'homme et la démocratie pour la PMENA, que je dirige comme fondateur, comme chairperson, j'ai eu la chance d'entrer au village les 3 dernières semaines. D'un côté, j'ai vu des citoyens qui ont encore besoin de connaître leurs droits fondamentaux, apprendre les lois, même ce qui les implique, les impacte tous les jours, legal aid et tout. Mais aussi, je reviens d'un tour de plusieurs écoles dans la ville de Kigali. Et dans la ville de Kigali, site of Kigali. Qu'est-ce que je peux dire pour l'instant? On sait voir que les standards, où on doit aller, on sait où on doit aller. Et l'État se positionne par rapport à ça. Alors, on compte toute la difficulté de l'aide internationale, de soutien, de programmes qui sont discontinus, Covid qui intervient et tout. Mais ici, je pense que nous sommes en train de voir à l'interne notre capacité de mettre en œuvre ce que nous avons décidé de faire. Et je vais y entrer maintenant par le miroir. Et le miroir, je vais le planter d'abord face au secteur le plus important. Et pour moi, l'importance, je le place du point de vue du nombre de personnes impliquées. Et ça, c'est l'agriculture. Quand tu étais, c'est la surprise que je commence par l'agriculture. Non, en effet. Quand je vois les résolutions il y a 3 ans, on est en train de parler de l'agriculture, mais surtout des petites et moyennes entreprises et la transformation de nos produits. Ça, je pense qu'au vide, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à excuser, mais le chemin est encore long. Nous sommes encore dans un débat du point de vue standards internationaux, l'utilisation des semences sélectionnées, l'utilisation des fertilisants, et par rapport aux connaissances des gens. De l'agriculteur. De l'agriculteur, des connaissances traditionnelles. Là, c'est un vrai débat. J'ai fait une consultation dans tous les pays, j'ai entendu, j'ai suivi. Mais aussi, il y a l'idée de cette dépendance de nos agriculteurs qui attendent trop de l'État. De l'État, avec toutes les opportunités, mais aussi toutes les contraintes de la bureaucratie, de la transmission, depuis RAB jusqu'au secteur, jusqu'au Modogoudou, pour que les choses arrivent. Donc ça, c'est une évaluation qu'il faut faire. Absolument, là, il y a encore des choses à faire.
Et alors, les marchés... Ça tire en longueur oui. la bureaucratie. Alors, ça met notre citoyen dans la dépendance, mais aussi par rapport aux standards internationaux, il y a toute la pression de la course vers l'augmentation de la productivité, sans trop penser aux implications climatiques, des enjeux climatiques, environnementaux, mais aussi de la durabilité de la production. Ça, c'est un vrai débat qu'on doit regarder en face. Je prends un deuxième élément par rapport à ces secteurs, c'est la transformation de nos produits, ou alors le contrôle du marché. Et donc, quand nous avons les petits producteurs et les grands producteurs, et le contrôle du marché, on sait voir qu'il y a les uns qui vont vers la maximisation du profit, sans considérer nécessairement les petits agriculteurs. Et ça, c'est des questions qui vont absolument apparaître. Mais surtout la question des coopératives, qui vont avec. La gestion des coopératives et les contributeurs de ces coopératives, là, les débats vont monter en tout cas, et j'ai vu que l'acheminement de certains produits qu'on est en train de mettre sur notre terre et la promesse du marché à l'extérieur qui ne va pas toujours avec ce que les agriculteurs veulent. Ça, c'est le secteur de l'agriculture. Prenons le secteur de l'éducation où, effectivement, j'ai rencontré des enseignants, mais c'est pour autre chose, éducation à la paix et aux valeurs humaines. Mais j'y vois, par exemple, les infrastructures scolaires. L'enfant, c'est holistique qu'il faut le considérer. Ce n'est pas de la matière. Ce n'est pas lui donner à manger seulement à l'école, mais c'est tout l'environnement scolaire. J'ai vu les espaces récréatifs. J'ai vu comment les élèves sont assis en classe. On sait voir que l'augmentation du nombre des élèves, nous avons encore beaucoup à faire dans la répartition des écoles et les heures de travail, mais aussi des espaces récréatifs des enfants, mais aussi des activités extrascolaires qui forment un citoyen complet. Par rapport à l'éducation toujours, du côté de la qualité de l'éducation, on sait voir tous les débats. Hier, j'étais à Ruavu, par exemple, avec nos jeunes qui ont rencontré les jeunes du Congo et les jeunes de l'Ouganda. À la fin, je posais la question, pourquoi je n'ai pas suivi un seul Rwandais qui pose une question? Et par après, les gens te disent, voilà, la langue reste un problème, mais on n'est pas aussi habitué à des débats publics et tout. Et donc, j'ai compris que de cette expérience, il y a des choses à faire et pour améliorer la qualité qui doit aller avec la quantité des élèves que nous avons dans les écoles. Prenons la santé, par exemple. Les structures de la santé, c'est l'une des résolutions aussi. Les postes de santé et la qualité des soins. Et enfin, je vais prendre finalement les VUP. Tout ce qui est politique de protection sociale, on sait voir que VUP s'augmente en termes de chiffres qu'on donne aux citoyens. Là, nous sommes au niveau de la pauvreté, de la réduction de la pauvreté. Au niveau des secteurs. Exact, c'est là. Définis qu'est-ce que c'est que VUP. VUP, c'est la vision au Murenge Project. C'est toute une politique qui est unique par rapport à l'Afrique. Hein. Ça, c'est spécial. Qu'on se soucie du plus faible, du vulnérable, et qu'on mette sur pied des politiques de soutien. Au niveau du secteur. Au niveau du village, de la famille. De la maison. On parle au niveau donc... de la famille, vraiment de l'unité household. Donc au niveau de la base. Exact, voilà, au niveau de la base. Et donc ici, le débat va se poser en termes de... On donne beaucoup d'argent à VUP et on sait à qui on doit les donner parce que toute la structure est reconstruite. On sait qu'il est dans la catégorie 1, 2, 3. Les bénéficiaires sont bien définis et les statistiques peuvent être trouvées très facilement. Mais il y a 3 ans, effectivement, je modérais une décision en disant que finalement, les OUDE ou les catégories sociales, ça doit faire une graduation. C'est-à-dire 1 année, 2 ans, 3 ans de soutien, tu dois être capable de passer d'une catégorie à une autre. Et nous avons plutôt le débat autour de... Je ne suis pas de ceux qui disent que c'est la mentalité, c'est le mindset. Mais des gens qui résistent, qui restent trop dépendants de toutes ces politiques sociales et politiques qui les soutiennent. Un dernier point, et là, il faut un travail de synergie entre sociétés civiles qui reste beaucoup à désirer. Je répète, le travail des acteurs non étatiques qui reste très à désirer, qui est inscrit dans les résolutions. On dit, finalement, par exemple, la question des divorces et l'usage des drogues et les enfants qui sont enceintes précocement, que cette synergie doit être faite et qu'on doit préparer maintenant les couples. Ça, je suis sûr de ne pas me tromper qu'il n'y a pas cette structure de synergie entre l'État, les églises et la société civile pour qu'on regarde en face toutes les statistiques qu'on nous produit chaque fois et de la rupture de l'unité fondamentale qui est la famille qui est en crise. Gatete, quelque chose de très important, nous avons la catégorisation et surtout les problèmes selon les secteurs. C'est quelque chose de très important ici parce que après les résolutions, on a surtout le chef de l'État
qui préside même les travaux, au dernier Mushikirano, il avait donné ce qu'on dit l'état de la nation. Il faut dire aussi que l'état de la nation aujourd'hui, là nous rentrons en plein politique, c'est que le Rwanda n'est pas le même forcément que celui il était en 2019 par rapport aux relations avec ses voisins. Chez certains, on est dans le positif, chez d'autres, dans le moins positif. Aujourd'hui, par exemple, à quoi peut-on s'attendre, par exemple, chef de l'État? Comment déjà associer cet état de choses avec déjà la marche que le Rwanda s'est fixée en tant que pays lui-même? Bon, on bascule complètement voilà. Du propos du docteur qui parlait de... En fait, c'est rafraîchissant d'écouter ça, de comment il a fait le détail des problèmes. Minutieusement. Il a vraiment l'air de quelqu'un qui vient du terrain. Ça me manque. Ça fait un moment que je ne suis pas allé au terrain. Vous êtes sur un autre terrain. Il a les données comme ça. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez un programme, j'espère que vous allez présenter dans Mushikirano. Ouais. Parce qu'il va falloir ressortir ces questions-là. Alors, pour revenir sur la question régionale et les voisins, qu'est-ce qui se passe? Juste une précision, parce que si je vous pose cette question, il vient de détailler les problèmes que le Rwanda a en tant que pays et les moyens de trouver les solutions. Maintenant, il y a d'autres personnes également qui observent le Rwanda et peut-être peuvent penser que le business du Rwanda, au jour le jour, c'est seulement ses voisins ou c'est seulement la région. Aujourd'hui, maintenant, comment associer déjà le business du Rwanda par rapport à ses voisins et les problèmes du Rwanda en tant que pays lui-même? Mais les voisins affectent le Rwanda. Les voisins affectent le Rwanda, c'est clair. Par exemple, la dernière fois qu'on a fermé la frontière avec l'Ouganda, je ne vais pas y retourner, heureusement que la question est réglée, il n'est pas à moi de le ramener, ça nous a affectés économiquement d'une manière ou d'une autre. Ça a affecté les gens à pouvoir visiter leurs collègues, etc. Quand des pays de la région, à un moment donné de notre histoire post-génocide, 3 des 4 pays ont hébergé des milices armées et génocidaires, les 3 des 4 pays, de manière successive ou des fois en même temps, ou des milices soit génocidaires, soit des milices armées, en Ouganda, au Burundi et au Congo. Aujourd'hui, c'est maintenant le tour du Congo. Mais toutes ces milices-là ont été démantelées, d'abord en Ouganda, donc c'est pour ça qu'on est en bon terme. Les milices au Burundi ont été démantelées ou en tout cas neutralisées. À l'époque, c'était les milices de Rusesabagina, etc. ADF, comment il s'appelait encore? Quoi? La milice de Rusesabagina, c'était au FLN. FLN, ça c'était au MRCD. Et MRCD, ça c'était au Burundi. Aujourd'hui, ils ont démantelé ça. On est en très bon terme, très bon, peut-être que j'exagère. En Ouganda, il y avait la milice RNC de Kayumba. Ils ont démantelé ça. On est en très bon terme. Au Congo, il y a la milice du FDLR. Ils n'ont pas encore démantelé ça. Ils collaborent avec eux. On n'est pas en bon terme. En fait, on est en bon terme avec les gens à la seule condition qu'il ne faut pas héberger des milices qui nous veulent du mal. Est-ce que ce n'est pas normal? Est-ce que je vais être ami avec quelqu'un qui est à côté de chez moi, qui est en train de faire des complots contre moi? La question est simple. Bon, maintenant, comment est-ce que, d'abord, la première chose à faire, c'est qu'au début, quand on a commencé, quelqu'un a écrit un article dans Igihe. C'est très important. Quelqu'un a écrit un article dans Igihe. Et il a dit, Gatete, je ne sais pas qui, et Rudatimbugo, je ne sais pas qui, on était venu peut-être dans une émission, et il a dit qu'on a parlé du Congo. Il fallait voir les commentaires. Mais pourquoi vous parlez du Congo? Alors maintenant, on se dit, mais les gars, ce n'est pas comme si on aime bien passer notre journée au Congo. Le Congo a une milice qui a bombardé notre territoire, qui a traversé, qui a tué des citoyens rwandais, qui affecte tout ce qu'on vient de dire ici? Oui, on ne peut pas parler de protection sociale si on n'a pas la protection sécuritaire. La sécurité, comme le Rwanda le savent mieux que quiconque, c'est la base de tout. Alors maintenant, la question est simple. Les milices qui sont aux alentours de notre pays, c'est le devoir de chaque Rwandais
je ne suis pas en train de faire une mobilisation nationale ici à la télévision. Les gens peuvent vaquer à leurs activités et ce n'est même pas mon rôle. Mais seulement, il faut que les gens comprennent qu'on a un problème en RDC. Le RDC, comme État, c'est un État failli qui n'existe pas. Alors maintenant, ils prennent tous leurs problèmes. Donc la milice, comme le FDLR, moi j'étais à Rutshuru, vous savez, ils prennent leurs problèmes et comme ils ne savent pas les gérer chez eux, ils disent que c'est notre faute. Et en faisant cela, ils collaborent avec des gens qui ont l'idéologie du génocide, qui continuent à tuer des civils, etc. Donc on ne peut pas parler des questions de stabilité, de protection sociale, de santé, d'éducation, si on a une milice qui cherche à nous tuer à côté de chez nous et qui recrute, qui forme, qui est appuyée. Voilà, en tout cas, on aura compris que le Rwanda, en tant que pays... C'est fini déjà. Voilà, malheureusement, le temps, ça va tellement vite. Ce que je voulais dire, c'est que le Rwanda, en tant que pays, il a ses propres problèmes. Le Rwanda, en tant que pays, a ses propres soucis. Et c'est le Rwanda qui cherche aussi à trouver des solutions à ces problèmes. Voilà pourquoi, là, malheureusement, nous allons devoir arrêter, nous quitter. C'est très important. La matière est là, elle est très importante. Docteur Eric, merci beaucoup pour ce décryptage, surtout le tableau que vous nous avez dressé par rapport à certaines questions importantes auxquelles il va falloir vraiment réfléchir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chercheur, également enseignant à l'université et surtout ancien directeur de l'Institut de recherche et de dialogue pour la PIRDP. Également Maître Gatete Nilingabo Ruhumuriza, vous êtes avocat de profession. Également, vous donnez cours à l'université, hein? Non, plus maintenant, non. Plus maintenant? Voilà. Heureusement. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Patrick, qu'est-ce que j'ai dit, à Pacifique Rukundo, qui était mon réalisateur aujourd'hui, toutes les équipes au niveau de la régie. À mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission majuscule Propos. En attendant, restez bien fidèles à nos programmes.